Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Joël Mondelac, bonjour. Nous allons avoir un entretien avec vous dans le cadre de la récente publication de votre dernier essai paru en français aux éditions L'Harmattan au mois de juin, je crois. Donc, les années Netanyahou, le grand virage d'Israël. Vous êtes donc économiste et chercheur en sciences sociales à Jérusalem, universitaire, et auteur de nombreux essais consacrés notamment à Israël, mais aussi les relations israélo-palestiniennes, etc. Et donc le dernier essai. Donc je vais vous adresser plusieurs questions pour présenter de façon un peu globale le contenu de l'essai et inciter les auditeurs à en faire l'acquisition et surtout le lire. Donc c'est évidemment consacré à Netanyahou dit Bibi. C'est 15 ans Premier ministre, qui est un record de longévité en Israël, dont 12 années consécutives de 2009 à 2021, et également 3 ans ministre des Affaires, ministre de l'économie et des finances. Donc ces 15 années de pouvoir marquent on peut considérer d'ailleurs ce que vous dites en conclusion, ça marque vraiment une rupture dans l'histoire d'Israël. Il y a eu l'avant Netanyahou, il y aura l'après Netanyahou, et il y a eu cette longue période Netanyahou. Vous parlez même de révolution bibiste. Donc, à la lecture de votre essai, on peut considérer Netanyahou comme une incarnation entremêlée de néolibéralisme, de nationalisme et de populisme autoritaire. Donc, d'entrée de jeu, pourriez-vous nous en dire davantage un peu sur la nature idéologique et politique du bibisme? Oui, alors, c'est pas facile parce que le bibisme, ce n'est pas une idéologie officielle, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas Netanyahou qui proclame le bibisme, ce sont ses partisans et ses adversaires. Hein. Et donc, pour essayer d'y voir clair, je dirais que Netanyahou, si vous voulez, il est né au Likoud, c'est-à-dire la droite israélienne. Il est bien sûr membre du Likoud jusqu'à aujourd'hui, et donc il a au départ adopté l'idéologie de la droite israélienne, c'est-à-dire le nationalisme et le libéralisme. Hein, c'est ça sa base politique et idéologique. Par la suite, on se rend compte que très vite, il va évoluer. D'abord parce qu'il a une longévité assez exceptionnelle, et parce que petit à petit, il va adopter une politique qui va être sensiblement nuancée ou différente de celle du Likoud. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous savez, le Likoud a donné beaucoup de grands chefs d'État à Israël. Hein, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon, Olmert. Aucun n'a laissé son nom, j'allais dire sa marque, derrière lui. Hein. Donc, c'est que Netanyahou a vraiment fait quelque chose de différent des autres. Et cette différence, j'allais dire, c'est surtout une plus grande radicalisation de sa politique, une politique beaucoup plus personnalisée, un grand culte de la personnalité, beaucoup de pragmatisme, ce qui n'était pas courant dans la politique de la droite du Likoud les années précédentes. Et si j'allais résumer tout ça en un mot, je dirais que Netanyahou a transformé le Likoud de parti nationaliste en parti populiste. Parce que c'est ça le bibisme. Le bibisme, c'est un populisme, mais voué à sa cause personnelle. C'est-à-dire que les intérêts personnels, privés, familiaux, ont souvent été supérieurs à l'idéologie de la droite. Et c'est ce qui a fait que finalement, ce bibisme a utilisé souvent un double langage en économie, en politique. Vous savez que en arrivant au pouvoir en 2009, il a tout de suite déclaré qu'il était favorable à une solution politique avec les Palestiniens à 2 États, un État palestinien, un État juif. Mais il n'a jamais rien fait pour le faire. Quelques années après, il a déclaré le contraire. Il a déclaré qu'il allait annexer la Cisjordanie. Mais il n'a jamais fait pour ça. Donc, beaucoup de promesses. Il a promis aux Israéliens de lutter contre la vie chère. Vous savez, la vie chère est un problème important en Israël ces derniers temps. Il leur a promis, dans tous ses discours, d'y remédier, mais il n'a rien fait. Donc, beaucoup de promesses non tenues. Hein. C'est ça un petit peu le bibisme. C'est un pragmatisme, un culte de la personnalité, une division à l'intérieur du Likoud. Vous savez que grand nombre de dirigeants du Likoud, pendant les années Netanyahou, ont quitté le Likoud, hein, parce qu'ils ne se sont pas entendus avec lui. Olmert
Sharon, le Premier ministre qui a quitté pour créer un autre parti, hein, même le dernier chef de l'État, Naftali Bennett, a démarré au Likoud, Lieberman. Beaucoup de grands hommes politiques d'aujourd'hui ont démarré leur vie politique au Likoud et l'ont quitté parce qu'ils ne se sont pas entendus avec la façon de gouverner de Netanyahou. Et donc voilà, le bibisme, c'est pas seulement une idéologie, c'est un mode de gouvernance très tourné vers sa personne, très autoritaire. Il est gouverné de façon très autoritaire. Vous savez qu'il a toujours, en étant Premier ministre, il a toujours accumulé plusieurs portefeuilles ministériels. Il a toujours été Premier ministre et accumulé 4, 5, 6 portefeuilles ministériels pour ne pas justement diffuser le pouvoir à d'autres, pour garder bien entre ses mains les principales rênes du pouvoir. Donc voilà, c'est ça le bibisme, c'est le mélange du nationalisme, libéralisme, mais à la sauce populiste. Et c'est ça ce qu'il a fait, à mon sens, tenir pendant si longtemps, parce que cette politique populiste, il a réussi à convaincre, si vous voulez, beaucoup d'Israéliens, notamment parmi les couches les plus défavorisées, les pauvres, les séfarades, les religieux, que finalement, il était j'allais dire, le sauveur de la nation. C'est-à-dire que le pays est sans arrêt menacé, mais il est le seul capable de le sauver du désastre. Hein. Et c'est un petit peu ce langage qu'il a tenu pendant longtemps et qui lui a permis sans doute de se perpétuer au pouvoir aussi longtemps. Voilà, c'est ça un petit peu cette forme de bibisme qui n'est pas vraiment définie, mais qu'on peut essayer d'éclaircir. Merci. Sinon, parlons un peu de ces 15 ans, on pourrait même 15 ans, voire 18 ans, parce qu'il a été 3 ans ministre ministre des Finances. Oui, voilà, 3 ans ministre des Finances, donc ça fait quasi 18 ans, parce qu'il a vraiment marqué au moment de son passage aux finances. Avant de vraiment d'analyser plus en détail les conséquences politiques, venons avant tout aux conséquences économiques et sociales du bibisme avec, vu comme ça, le démantèlement de l'État-providence et une explosion de la pauvreté et la cherté de la vie que vous évoquiez dans votre précédente réponse. Oui, en fait, il a repris, si vous voulez, le libéralisme du Likoud, de la droite israélienne, qui a été d'ailleurs lancé par Menachem Begin en 1977, et il a relancé, mais de façon exagérée, aggravée, j'allais presque dire à l'américaine, puisque n'oublions pas qu'il a commencé sa carrière professionnelle et familiale aux États-Unis. Donc, il a été imprégné de la mentalité, de la culture américaine. Et c'est ça qu'il a voulu, il le dit lui-même, mettre en place en Israël. Et donc, il a conduit une politique ultra-libérale de façon très rapide et très profonde, qui fait que les conséquences ont été désastreuses. Alors, cette politique libérale, vous l'avez dit, on a privatisé à tout va, les dépenses publiques ont été coupées par beaucoup en très peu de temps. Quand je dis les dépenses publiques, je parle des dépenses civiles. Les dépenses militaires ont été les seules à augmenter. On a coupé les dépenses civiles, on a coupé la protection sociale, bien entendu, de façon très, très, très sèche. On a libéralisé tout ce qu'on a pu, on a privatisé, etc. Et donc ça a eu des conséquences très graves, parce que ça s'est fait de façon à la fois profonde et à la fois très vite. Et en très peu de temps, on a vu donc des phénomènes de pauvreté, d'inégalité sociale se développer et atteindre des proportions inégales. Si vous prenez les chiffres de l'OCDE, sur les 38 pays de l'OCDE, Israël arrive en tête avec les États-Unis, me semble-t-il, pour à la fois la pauvreté et pour les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Donc ça a été fait de façon exagérée, ça n'a pas existé avant. Vous savez que en 15 ans de bibisme, la pauvreté a doublé. Donc c'est quand même un phénomène important. Alors non seulement il y a eu cette pauvreté et ces inégalités, mais une politique aussi qui a créé des tensions parce que il y a des différences entre juifs et arabes, entre riches et pauvres, entre différentes régions du pays. Donc tout ça aussi créer des tensions, j'allais dire, communautaires, qu'on voit régulièrement ressurgir et qui sont là, qui sont aussi à l'origine de cette politique ultralibérale. Et finalement,
euh, même ce pays qu'on appelle souvent la nation start-up, vous savez. Bon, la nation start-up, c'est 10% du pays. Hein. 90%, c'est pas de la start-up, c'est du low-tech, c'est des classes moyennes qui se sont appauvries. Ce sont les pauvres qui vivent difficilement, avec ce phénomène inexpliqué de la cherté de la vie. Israël, parmi les pays de l'OCDE, est un des pays les plus chers du point de vue de la consommation courante. L'alimentation, toutes les dépenses courantes des ménages sont extrêmement chères, les revenus ne sont pas très élevés, le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Et donc, oui, le bibisme a jeté beaucoup de classes moyennes dans la pauvreté, et encore aujourd'hui ne permet pas à beaucoup d'Israéliens de finir les fins de mois. Parce qu'il faut le dire aussi, le logement est extrêmement cher. Et là aussi, il a promis longtemps de réduire le prix du logement, de construire davantage, mais il n'a rien fait pour. Il a fait le contraire. Il a supprimé les logements sociaux, il a supprimé les aides de loyer. Donc, vous voyez, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et tout ça sur fond d'ultralibéralisme, parce que c'est son idéologie à l'américaine qu'il a essayé d'appliquer en Israël. Alors, à ce bilan économique et social venant, enfin, à la suite de cette description, je dirais, assez terrible du bilan économique et social de 15 ans de bibisme, venons au volet politique, conséquent, bilan politique. Alors, entre la stigmatisation de la gauche, des Arabes israéliens, le statu quo, voire le pourrissement de la question palestinienne, les attaques quand même répétées contre la justice et la fameuse loi sur l'État-nation, enfin, et j'en oublie. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une remise en cause de l'État de droit israélien et du coup une fragilisation inquiétante de la démocratie israélienne? Sans aucun doute, sans aucun doute. Les années Netanyahou, les 15 années, on va dire, ont été des années durant lesquelles la démocratie a été sapée. Vous savez, la démocratie, c'est à la fois le pouvoir exécutif qui gère le pays, qui est issu des urnes, et les contre-pouvoirs qui critiquent, qui contrôlent, qui s'opposent au pouvoir exécutif. Alors, Netanyahou a en fait modifié les règles du jeu. La démocratie existe, puisqu'il y a encore des élections et le chef de l'État et la Knesset sont votés démocratiquement, mais il a sapé petit à petit tous les fondements de la démocratie. C'est-à-dire que du point de vue du pouvoir exécutif, il s'est attribué un pouvoir autoritaire extrêmement fort. Je l'ai dit d'abord en écartant ses partenaires qui lui faisaient de l'ombre au sein du Likoud, en s'associant à des partenaires plus proches de lui. Et puis, voilà, alors il a porté atteinte au Parlement. Vous savez que la première chose qu'il a fait en 2009 en arrivant au pouvoir, ça a été de relever ce qu'on appelle le seuil électoral, c'est-à-dire le minimum de voix qu'il est nécessaire pour entrer à la Knesset. Il a relevé de 2% à 3,25%. C'est-à-dire que un parti ne peut pas rentrer à la Knesset avec moins de 4 sièges aujourd'hui. C'est beaucoup. Et donc, il a supprimé un petit peu l'opposition des petits partis. Et puis, surtout, il a cherché à faire des coalitions, parce qu'en Israël, on ne peut pas gouverner sans coalition. Et ces coalitions, il les a fait surtout et aussi avec des partis religieux, des partis qu'on appelle ici Haredim, orthodoxes, et qui, bien sûr, ont demandé des contreparties, des budgets, des financements, des lois qui leur étaient propres. Et tout cela, ça a remis en cause, bien sûr, j'allais dire, la définition même de l'État d'Israël, qui se définit comme un État juif et démocratique, mais qui, après 15 années de bibisme, est beaucoup moins démocratique et beaucoup plus juif. Et ça, c'est un petit peu dommage. Notamment parce que il a réussi tout ça parce qu'il a aussi réussi à saper le contre-pouvoir. Vous savez, dans une démocratie, il y a des contre-pouvoirs, la justice, les médias. Alors là aussi, il a utilisé des méthodes de dénigrement extrêmement poussées pour écarter tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui.
Alors, quand je dis dénigrement, c'est pas seulement critiquer, on a le droit de critiquer dans une démocratie, bien entendu, mais avec lui, c'était pas de la critique, c'était, vous savez, la gauche, les Arabes israéliens sont devenus les ennemis de la nation, hein, des traîtres, hein. Et ça fait pas partie du débat démocratique normal dans une démocratie. Et donc, oui, il a sapé la justice, hein, vous l'avez dit, il a dénigré la justice pour une raison qu'on connaît aussi, parce que vous savez qu'il est en procès aujourd'hui pour cause de corruption, et qu'il a tout fait pour éviter ce procès qui a démarré récemment et qui lui porte un grave préjudice, hein. Donc il attaque la justice régulièrement, les juges, la Cour suprême sans arrêt, hein. Récemment, il a soumis un projet de loi pour que les membres de la Cour suprême soient choisis par le gouvernement, ce qui n'est pas une façon c'est une façon un petit peu américaine, j'allais dire peut-être, pas très démocratique, en tout cas pas très israélienne de voir les choses, hein. Donc oui, il a sapé la justice, le Parlement, la Cour suprême, les médias, les journalistes, hein. Un journaliste opposé à sa cause est tout de suite traité de traître, de traître à la nation, de traître à Israël, de traître au sionisme, hein. C'était sans possibilité de dialogue, hein. En revanche, il a permis, ça a été une première chose, il a permis la diffusion d'un journal gratuit à sa cause, hein, qui a été, on le sait, financé par un de ses amis milliardaires, Sheldon Adelson, parce que l'amitié de Netanyahu avec les milliardaires est bien connue. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à son procès en corruption aujourd'hui, par ailleurs. Donc oui, il a sapé les contre-pouvoirs, la justice, les médias, les syndicats ont été réduits à leur plus strict rôle, le Parlement réduit à son rôle minimal. Et donc voilà, il a sapé la démocratie, les opposants ont été relégués aux arrière-plans de sa vision politique. Les Arabes, vous l'avez dit, cette loi nation qui déclare Israël comme le foyer du peuple juif, mais ne précise aucune égalité entre tous ses citoyens, ça a été quelque chose de très mal ressenti, même si ce n'était que déclaratif. Ça a créé des tensions avec les populations arabes jusqu'à la fin de la période de Netanyahou, hein, un malaise identitaire très, très fort. Et donc voilà, c'est en cela que le bibisme a porté atteinte à la démocratie, hein. Israël reste une démocratie où les élections ont lieu trop souvent peut-être, mais les fondements de la démocratie ont été sapés. Aujourd'hui, on appelle ça, en sciences politiques, je crois, une démocratie illibérale, hein. C'est-à-dire une démocratie qui sort des urnes, mais une démocratie dans laquelle la majorité décide et la minorité est entièrement écrasée, où il n'y a pas d'égalité entre les différentes populations. Voilà. Donc nous sommes une démocratie illibérale. On se compare souvent, vous savez, à la Hongrie, la Pologne, l'Italie, hein. Donc on est ce type de démocratie, une démocratie défaillante, parce que ce n'est pas une démocratie qui remplit véritablement son rôle comme on aurait voulu le voir en Israël. Et donc Israël est un État davantage juif et moins démocratique qu'il ne l'était avant la période de Netanyahou. Face à cette situation et politique, et économique et sociale, quelles ont été, quelles sont les réactions de la gauche, des intellectuels, de la société civile israélienne? Oui, alors vous savez, bien entendu, il y a eu des réactions, mais qui ont été rapidement, j'allais dire, étouffées, hein, récupérées. D'abord la gauche, vous savez, elle n'a jamais réussi à présenter une alternative, j'allais dire, hein, à cette politique bibiste. Depuis quelques années, elle a du mal à franchir le seuil électoral pour arriver à la Knesset. Donc l'opposition, les réactions de la gauche sont restées assez éloignées, enfin pas très vivantes. Il y a en revanche beaucoup de réactions de la société civile. Il y a eu beaucoup de manifestations durant la période de Netanyahou, hein. Il y a eu dès le début de sa période en 2009 la fameuse révolte des tentes,
qu'il y a eu un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, mais aussi en Israël, dans lesquels les Israéliens sont descendus dans la rue pour protester contre le coût du logement. Là aussi, Netanyahu a fait des promesses très larges, il a jeté quelques bonbons comme ça, et puis le mouvement s'est éteint de lui-même. Il y a des manifestations régulières de familles monoparentales, d'Arabes, de toutes sortes de catégories de populations qui se sentent délaissées. Nous avons eu aussi nos gilets jaunes à un certain moment donné qui protestaient contre le coût de la vie. Mais toutes ces réactions, elles sont très courtes et elles sont vite récupérées par un instrument du populisme à la bibiste, hein, c'est-à-dire des promesses qui ne seront pas tenues. Et comme l'Israélien, vous savez, il n'a pas tellement la culture de la manifestation, hein. Il n'a pas la culture de la grogne, il n'a pas la culture de la grève. Enfin, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc, le gouvernement de la droite le savent, hein, et donc ils savent bien que les manifestations, que ce soit contre la vie chère, contre le logement, ou même contre Netanyahou lui-même, sont des choses passagères. Et qui finalement font un petit peu de bruit dans les médias, mais finalement finissent par s'étioler et être récupérés. Donc voilà, c'est ce qui explique sans doute la longévité de Netanyahou. 15 ans au devant de la vie politique, 30 ans comme député, hein, parce que il n'a jamais eu vraiment d'opposition, parce que, il faut le dire aussi, c'est un bon communicant, c'est-à-dire il arrive bien à convaincre de la justesse de ce qu'il fait. Il arrive à convaincre les Israéliens, et je l'ai dit, il s'est souvent présenté comme le sauveur, comme le seul pouvant diriger ce pays, et beaucoup d'Israéliens se sont laissés convaincre, hein, puisqu'il a obtenu souvent jusqu'à présent, jusqu'à pas longtemps, la majorité, hein. Et donc oui, le bibisme a réussi à étouffer les réactions, à diviser ses opposants, et c'est ce qui a fait, je crois, la raison de sa grande longévité politique. Parlant de sa longévité, il n'est plus au pouvoir depuis un an à peu près, depuis les dernières élections législatives, mais là, la Knesset va être à nouveau dissoute, et donc il va y avoir les 5e élections législatives en moins de 4 ans le 1er novembre. Alors, bon, à ce jour, même si c'est dans plusieurs mois, mais quelles sont les perspectives électorales et politiques envisageables, et tout simplement, est-ce qu'on peut en craindre un retour de Bibi, de Netanyahou? Oui, rien ne dit qu'il ne reviendra pas. Vous savez, les derniers sondages sont très serrés, hein, donc un retour de Netanyahou n'est pas exclu, hein, bien entendu. Il me semble que s'il reviendrait, il reviendrait bien affaibli, parce que finalement, cette dernière année dans laquelle il a été dans l'opposition a affaibli sa force politique qu'il a eue pendant toutes ces années au pouvoir. J'entendais récemment d'ailleurs certains partis religieux orthodoxes qui ne vouaient leur cause que par Netanyahou dire subitement qu'ils envisageraient de soutenir un gouvernement sans Netanyahou, hein, parce qu'ils se sont rendus compte que depuis un an qu'ils sont en dehors du pouvoir, ces partis religieux ont perdu beaucoup en budget, en financement, hein, parce qu'ils étaient trop attachés à Netanyahou. Et donc, aujourd'hui, on entend des voix, même à l'intérieur du Likoud, qui commencent à penser qu'il serait peut-être souhaitable que le Likoud soit dirigé par un autre homme que Netanyahou. Alors, on ne le dit pas toujours en plein mot, mais voilà, ça revient de plus en plus dans le discours politique. Et donc, si Netanyahou revenait au pouvoir, il aurait beaucoup moins de force politique, sa longévité serait beaucoup plus courte, parce qu'on le voit que les contraintes des coalitions actuelles ne permettent pas à un gouvernement d'avoir une durée de vie trop longue, hein. Et donc, le bibisme tel qu'on l'a connu pendant 15 ans ne serait plus le même si Netanyahou reviendrait au pouvoir. Ce serait un bibisme beaucoup plus modéré, beaucoup plus atténué, même si bien sûr Netanyahou essaiera de reprendre les grandes lignes de son libéralisme, de son nationalisme, les grandes lignes politiques.
je crois il aurait beaucoup du mal à s'imposer dans la vie politique israélienne. Et je crois que ça, on le doit justement à cette année de transition, j'allais dire, sans Bibi, qui a montré aux Israéliens que le pays peut continuer de vivre et de survivre sans Netanyahou. Et ça, on ne savait plus. Hein. Et donc, je crois que c'est ça ce qui a été de positif dans cette année-là, c'est que le pays a continué de vivre, de se développer. Le gouvernement Bennett-Lapid a développé des relations internationales, a développé l'économie, a développé le social. Hein, on a lancé des réformes. Donc, le pays a continué de vivre normalement. Et sans Netanyahou. Et donc ça, je crois que ça a été le principal gain pour les Israéliens de comprendre que Israël peut très bien vivre et se développer sans Netanyahou, indépendamment bien sûr des convictions politiques de chacun. Et donc effectivement, si Netanyahou reviendrait au pouvoir, et on le voit bien sûr déjà entrer dans le débat politique, j'allais dire malheureusement, vous savez, au lieu de parler de l'avenir d'Israël, on parle de l'avenir de Netanyahou. Et en cela, je crois que c'est le symbole que la démocratie israélienne est bien fragile aujourd'hui. Jacques, un grand merci pour la richesse de vos réponses et de vos analyses. Donc, je recommande vivement la lecture de votre dernier ouvrage, donc Les années Netanyahou, le grand virage Israël chez l'Harmattan, où enfin, voilà, on a vraiment une description minutieuse et approfondie de ce qu'est Netanyahou, même au-delà de la personne elle-même, des conséquences sur le paysage économique, social et politique d'Israël. Encore un grand merci et peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger à nouveau, peut-être après le scrutin du 1er novembre. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.